Et là, je passe pas le micro parce qu'il est déjà branché. Je dis bonjour à Frédéric Chany, qui est le cofondateur d'OM Signal, qui est notre invité de la semaine. Frédéric, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'être venu. Merci beaucoup. D'être levé plus ou moins tôt, là, vendredi matin, comme ça. On se lève tôt, pour une tasse de tech sans tasse, parce qu'on n'a pas encore les tasses, malheureusement, mais ça va venir. OM Signal, depuis quelques années, en fait, est établi à Montréal et fait des appareils, des vêtements connectés, en fait. Des vêtements d'exercice. Je vous ai suivi au fil du temps. Vous avez commencé avec une camisole, je crois. Ça a évolué vers un soutien-gorge pour femmes. Et ça fait quand même un an et demi que ça est sorti. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, on a commencé effectivement avec un t-shirt et après on a fait un soutien-gorge pour femmes. Et l'idée, c'était de construire une collection de vêtements connectés qui répond aux attentes que les gens pour avoir des vêtements connectés dans différentes phases de leur vie. Le lancement du soutien-gorge connecté a été un grand succès médiatique. On a fait plusieurs top 10 de CES en 2016 et ça nous a en fait permis de réaliser une stratégie d'affaires qui était plus intéressante pour nous, c'est-à-dire de travailler avec des grosses compagnies, des grosses brands pour développer des produits pour eux. Et donc aider à rejoindre un marché plus conséquent, plus rapidement que ce qu'on peut faire en tant que petite compagnie. Oui. Ben, c'est un peu ça votre mission depuis le début, c'est d'être accessible. C'est ça. Donc les grandes marques, vous parlez de par exemple les Reebok, les Nike, les Under Armour de ce monde? En fait, on travaille beaucoup avec des marques d'électronique, de santé, de bien-être, surprenamment. Et on travaille aussi avec des compagnies qui sont des compagnies de, comment on a dit ça, de pro sports. Donc des compagnies qui travaillent avec des teams d'athlètes. Ah oui, ok. Oui. Donc vous quittez un petit peu le côté consommateur pour aller dans un côté plus niché en fait, de la santé professionnelle? Non, nous ce qu'on fait, c'est on a un modèle d'affaires maintenant qui est B2B. Donc on développe des produits pour consommateurs. Ces consommateurs-là peuvent être des athlètes ou peuvent être des gens qui ont des problèmes de santé ou des gens qui veulent se monitorer pour leur santé. Mais ce n'est pas vendu sous le nom Home Signal, c'est vendu sous le nom d'une autre compagnie, Powered by Home Signal. Ah bon, voilà. Ce que votre capteur permet de faire, c'est ce que propose un paquet d'autres produits, des montres connectées, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment... parce que là, évidemment, quand on lit sur ce qui s'en vient dans le monde du wearable pour l'activité physique, il y a beaucoup de notions de on veut combattre le diabète, on veut chercher des choses pour le glucose, des choses qui sont quand même assez pointues. Est-ce que vous voyez dans ce créneau-là ou vous restez plus du côté plus activité sportive, etc.? Non, en fait, je dirais que le développement de la brassière aussi nous a permis de développer des nouvelles technologies qui ont clairement augmenté la qualité du signal que l'on capture, qui nous permet maintenant de faire des choses dans le domaine médical et de santé générale. Donc, une des grandes différenciations qu'on a par rapport à des devices comme ta montre, c'est que en fait, nous, on capture ce qu'on appelle les signaux bruts du corps, les signaux électriques, le Raw ECG, la respiration brute, l'activité physique brute. Et à partir de ça, on est capable effectivement de développer des algorithmes qui sont capables de détecter des conditions, prévenir des conditions. Donc, de plus en plus, notre travail devient du travail algorithmique, en fait, basé sur les données qu'on a sur nos vêtements, pour aider nos clients à développer des solutions innovantes dans la santé ou dans le bien-être. Donc, il y a vraiment une notion. Est-ce qu'il y a du pharmaceutique aussi? Parce qu'on parle beaucoup de médical puis de santé connectée, mais des gens, des compagnies pharmaceutiques, souvent regardent ça aussi pour prévenir, pour savoir peut-être quand il y a le bon moment de prendre certains médicaments. Il y a de l'intérêt, effectivement, pour savoir si les gens prennent leurs médicaments, étant donné que souvent, dans certains médicaments, par exemple des médicaments dans le pulmonaire, ça change le signal pulmonaire pour le meilleur. Oui. Nous, on est capable de voir ce changement-là. Donc, c'est pour voir un peu tout ce qui est l'adhérence aux médicaments et aussi l'efficacité des médicaments. Donc, on explore ces projets-là aussi. Mais je dirais qu'en ce moment, beaucoup des projets sont soit dans le domaine préventif ou dans le domaine de monitoring, du suivi régulier de gens qui ont déjà des conditions cardiaques ou pulmonaires. Est-ce que tu suivis à distance? La télémédecine, c'est un sujet très hot. Effectivement, c'est ça. L'idée, c'est d'aider les gens qui ont des conditions chroniques pour le reste de leur vie, en fait, à vivre une vie normale, tout en donnant à leurs docteurs et à leurs proches des données riches qui leur permettent de voir comment leurs conditions évoluent.
quelqu'un me disait, je parlais à quelqu'un, je ne sais plus, je ne me rappelle plus dans quel créneau, mais c'est dans la santé connectée il y a quelques semaines que ces appareils-là, comme ce que vous faites, ont un potentiel transformationnel un peu comme un Uber dans le fond de la santé, mais c'est sur un horizon plus long. On parle de 10-15 ans, par exemple. Ça pourrait transformer les habitudes des gens, même aider à résoudre la fameuse question des attentes à l'hôpital, des choses comme ça. Est-ce que vous voyez comme ça aussi? Je ne pense pas que ça soit 10-15 ans, mais la technologie est prête maintenant. Nous avons fait ce qu'on appelle des Clinical Validation Trials, donc des études avec des grands instituts de recherche canadiens pour valider la qualité du signal et voir comment le signal peut être utilisé pour prévenir des conditions ou manager les gens qui ont des conditions. Donc je pense que d'un point de vue technique, on n'est pas loin. Nos vêtements sont manufacturables à grand volume, on est incroyablement pas cher, donc on est capable de distribuer ça à grand volume. C'est sûr que dans la santé, par contre, tout ce que tu fais doit être fait bien, doit être fait en suivant les autorisations appropriées. Donc c'est un domaine où la pénétration de nouvelles technologies prend plus de temps. Mais je ne pense pas qu'on est à 10 ou 15 ans, je pense qu'on est à 3 ou 5 ans pour que ces produits-là commencent à être distribués de façon vraiment masse au niveau de la santé. Il faut comprendre aussi que un consommateur qui achète une montre, c'est quelque chose qu'il fait de son propre gré. Quand tu as une condition et que ta vie est en danger et que ton docteur te propose quelque chose qui va lui permettre ou elle la permettre de mieux te manager, clairement, tu sais, l'élément friction bénéfice est très très différent que pour un consommateur. Jusqu'ici, en fait, on parlait de wearables en anglais, c'est du vêtement connecté, donc c'était un t-shirt ou c'était un soutien-gorge. Est-ce que ça peut être juste un brassard ou quelque chose qui n'est pas nécessairement un vêtement? Nous, ce qu'on a appris, évidemment, puis c'est la genèse de Home Signal et c'est basé sur mon expérience dans ma start-up d'avant qui était dans la santé, c'est que les gens, finalement, n'utilisent pas vraiment des devices, des devices connectés dans un cadre de santé. En fait, comme tu le sais, souvent les gens ne prennent pas leurs médicaments, ils utilisent encore moins les devices que leur docteur. Le problème à la source. Là. Leur docteur la donne. Parce que personne n'a envie d'être rappelé qu'ils sont malades et parce que ça demande un changement de comportement. La raison pour laquelle nous on a focalisé sur les vêtements, c'est parce que on porte tous des vêtements. Les femmes portent tous des soutiens-gorge, tu portes des t-shirts quand tu dors, tu portes des t-shirts dans la journée. Si jamais tu es capable de faire des t-shirts et des soutiens-gorge qui sont comme des t-shirts et des soutiens-gorge que tu portes d'habitude, et ça c'est clé. C'est-à-dire le même type de confort, le même type de look, le même type de qualité. Naturel, de toute façon. C'est ça. Et que ça ne crée aucun changement de comportement, les gens vont le porter. Surtout si en plus il y a un bénéfice par rapport à une condition que tu as. Donc c'est vraiment, mais je mets l'emphase sur il faut que les vêtements soient comme des vêtements que tu portes déjà. Et c'est pour ça que nous, on a passé énormément de temps à développer non seulement notre technologie, mais aussi à développer des vêtements. On a des vêtements pour le sommeil, on a des vêtements pour le sport, on a des vêtements pour la vie de tous les jours, parce que tu ne portes pas les mêmes vêtements dans ces contextes différents. Est-ce que je pourrais avoir, par exemple, un pyjama connecté, si ça vous intéresse? On a un sleep shirt, on appelle un sleep shirt, donc un t-shirt de sommeil connecté, effectivement, qui en fait est très différent de le t-shirt que tu portes dans la journée, qui est très différent du t-shirt que tu portes quand tu fais du sport. Non, parce que c'est banal, mais on peut rigoler à dire « Ah, mon pyjama me donne des données. » Mais si pour monitorer le sommeil, en fin de compte, ça prend un vêtement qui est confortable, parce que si on a une camisole qui nous sert. Oui, ça ne marchera pas. Exactement. Et en fait, c'est notre grande différence par rapport à beaucoup de nos compétiteurs, c'est que nous, on a mis beaucoup d'emphase sur les vêtements. C'est la première chose qu'on a appris quand on a commencé à travailler, à faire des tests. C'est que les gens veulent des vêtements qui soient comme leurs vêtements habituels. Sinon, ils ne vont pas vraiment les porter. Non, ça fait plein de sens. Comment vous voyez votre rôle? Parce que vous êtes à Montréal, vous êtes une start-up dans un domaine où on voit des gros joueurs s'intéresser beaucoup à ça. Amazon, entre autres, qu'on ne pensait pas, mais tout d'un coup, qui sont maintenant plein dans la santé. Apple, Google, tout ça, ils ont un œil vraiment sur ce créneau-là. Est-ce que vous travaillez avec eux, contre eux? Comment ça joue là-dedans? En fait, nous, on travaille avec ce genre de compagnie. Je ne peux pas les nommer parce qu'évidemment, c'est des NDA. Mais en fait, nous sommes un partenaire technologique. On vend la plateforme technologique dans le cloud de la recherche de santé, qui font des produits de bien-être, qui font des produits de santé. Donc,
on travaille avec ces compagnies-là qui, en fait, sont des compagnies technologiques et qui veulent développer des solutions novatrices dans la santé. Dans le marché, donc ils peuvent vous aider à Exact. grandir. L'idée, c'est de travailler avec des gros joueurs qui ont un énorme pouvoir de distribution. Ça ressemble un peu comme une espèce de leçon à donner à d'autres startups pour dire, à Montréal, on parle souvent commercialiser est un problème. On a beaucoup de recherche universitaire, on a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées, d'innovateurs comme vous, dans le fond. Mais une fois vient le stade de percer le marché, c'est un peu plus difficile. Donc ça peut être une option de regarder les gros joueurs qui sont déjà présents, des partenariats, des ententes, des développements là-dessus. Oui, c'est sûr que à Montréal, on n'a peut-être pas l'exposition médiatique, mais Dieu merci, avec ton podcast, ça va aider, mais on n'a pas l'exposition médiatique qu'on aurait peut-être si on était dans d'autres marchés, mais le fait, c'est que c'est un très très bon marché pour faire ce qu'on fait. D'abord, on a énormément de compétences à travers la province dans les domaines sur lesquels on travaille. Donc nous, nos deux gros domaines, si tu veux, c'est vraiment les vêtements connectés. Puis Montréal a quand même une bonne industrie de textile qui nous a permis de recruter des très très bonnes personnes. Et l'autre domaine, c'est de développer des algorithmes. Et en termes de data science, on peut s'entendre que de AI, on peut s'entendre que Montréal est vraiment un des meilleurs endroits au monde. Une réputation, c'est vrai. Oui, donc ça nous aide. Et effectivement, ça nous donne beaucoup de crédibilité quand on est à l'étranger, de dire on a des data science, on engage avec des compagnies ici qui sont dans le AI et qui sont super crédibles et connues mondialement et on travaille avec eux. Donc ça nous aide. C'est sûr que par contre, nous, il faut qu'on aille chercher le marché ailleurs. Donc mon plus gros client est en Chine. C'est une très grosse compagnie chinoise. Effectivement, c'est demandant pour une petite start-up montréalaise. Je me déplace en Chine régulièrement, il y a le temps, la distance, la langue à manager, mais néanmoins, ça en vaut l'opportunité. Tu ne peux pas rester ici parce que c'est un petit marché malheureusement. Ouais, et puis nous, on joue dans un marché on a une stratégie de développement d'affaires qui vise à travailler avec des joueurs avec des grosses économies d'échelle et des gros réseaux de distribution. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau produit WebSignal prochainement? En fait, nous développons constamment des nouveaux produits, mais c'est des produits qui sont faits pour des gros partenaires et qui seront vendus sous leur nom. Évidemment. Je ne suis pas assez gros, là, c'est ça que tu es en train de dire. Non. Je mange plus. Non, c'est pas ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que des gros clients, on a plein de produits qui sont en développement ou qui ont déjà été développés, mais c'est à mes clients c'est leur choix quand ils vont les vendre, à qui ils vont les vendre et comment ils vont les vendre. Il y a un intermédiaire qui va arriver. Ben, c'est eux mon client. Eux, après, ils le donnent. Beaucoup de mes clients donnent ça à leurs patients ou ils le revendent sous leur brand. Okay. Est-ce que vous allez cibler encore la course? Parce que je sais que le jogging, surtout du côté des femmes, c'était votre grosse cible l'année dernière. Je dirais que 2/3 de nos activités en ce moment sont dans la santé ou le bien-être. On fait encore effectivement du sport, mais on travaille avec des compagnies professionnelles dans le sport, pas nécessairement avec des consommateurs. On a définitivement hâte de voir la suite parce que c'est le genre de truc que quand on ne l'a jamais essayé, c'est qu'on est curieux. Une fois qu'on l'essaie, une fois qu'on peut voir les données, puis qu'on peut, à plus long terme, faire une petite analytique très légère, parce que c'est rare qu'on peut cruncher des grosses données quand on court une fois par semaine, mais ça permet quand même d'avoir un certain suivi sur notre amélioration physique. Donc ça devient pratique. Donc une fois qu'on l'essaie, souvent on l'adopte. Donc c'est intéressant d'avoir cette espèce d'information-là sur Effectivement, et on voit aussi, on avait beaucoup d'engagement au niveau de nos produits sport, mais encore plus au niveau santé. Quand les gens ont des conditions ou ont peur d'avoir une condition, c'est sûr qu'ils portent l'événement extrêmement souvent parce qu'ils n'ont pas cette information sinon. Ah, c'est intéressant. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup d'être venu à notre podcast. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'avoir reçu, surtout comme premier invité. C'est comme une espèce de situation. Ça fait vraiment plaisir, c'est un honneur. Et bonne chance avec la suite. N'hésite pas s'il y a des nouveautés à nous faire signe. Merci beaucoup.